Amis téléspectateurs, bonjour. Bienvenue sur votre émission préférée, Politiquement Chaud. Politiquement Chaud de ce jour, nous recevons pour vous Honorable Nourenou Atchadé. Il sera question du congrès des FCBE le week-end dernier à Parakou. L'honorable nous dira pourquoi aujourd'hui l'Alliance FCBE est devenue parti politique. Nous allons faire le tour de l'actualité avec l'honorable. Il se prononcera aussi sur ce qui se passe aujourd'hui, question de la levée d'immunité de certains députés à l'Assemblée nationale du Bénin, de l'actualité politique et de ce que les FCBE pensent aujourd'hui pour le Bénin d'aujourd'hui comme pour le Bénin de demain. Et le signal fort que nous avons vu à Parakou, pourquoi ce signal-là? Comme vous le savez, l'émission sera animée de concert avec mon confrère Nouroudine Moussa. Nouroudine Moussa, bonjour. Samuel, bonjour. Voilà, nous sommes là aujourd'hui, nous allons recevoir l'honorable Atchadé. Effectivement, nous recevons aujourd'hui Nourenou Atchadé, député à l'Assemblée nationale. Il est député de la 6e et de la 7e législature. Il sait très bien ce qui se passe dans cette maison. Honorable Nourenou Atchadé, merci de répondre à notre invitation. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Honorable, comment vous allez? Je vais très bien. Comment va les FCBE? Comme vous le constatez, les FCBE vont très bien. On vous voit gai ce matin. Pourquoi vous êtes gai? Moi, je suis gai parce que je suis avec vous et parce que les éléments d'annonce déjà me prouvent que l'émission sera très bonne et c'est pourquoi je suis gai. Les téléspectateurs peuvent vous écouter maintenant sur ce qui s'est passé le samedi passé. Ce qui s'est passé le samedi passé, les 10 et 11, l'Alliance FCBE s'est transformée en parti politique et cela s'était passé à Parakou. Et nous étions donc à Parakou en congrès et pour que notre formation politique, qui était une alliance, devienne un parti politique. Et c'est ce qui s'était passé. D'abord, dites-nous, quelle est votre impression par rapport à ce qui s'est passé, le monde que vous avez eu, le déplacement qui a été effectué sur Parakou le week-end écoulé? Merci beaucoup. Et je voudrais profiter de la question pour remercier très sincèrement nos militants de Parakou et remercier les militants FCBE sur le plan national, remercier les militants FCBE de la diaspora et remercier la population béninoise qui nous a toujours témoigné sa solidarité. Ce qui s'est passé à Parakou est inouï. C'est du jamais vu sur le plan politique. Et moi, de ma position, je n'ai jamais vu une foule d'hommes que ce que j'ai vu à Parakou. Pourquoi vous Je vais dire, c'est à la Mecque que j'ai l'habitude de voir ce déferlement que nous avons vu samedi passé. Dites-nous, quel est votre secret? Comment c'est arrivé? Comment vous avez pu mobiliser ce grand monde? Le secret, on ne s'y attendait pas, nous aussi. On faisait nos statistiques et qu'on aura environ 10 000, voire 15 000. Mais ce qui s'est passé est largement au-delà. Et le secret, c'est ce que vous-même vous savez, c'est la présence à Parakou de notre leader charismatique, le président, l'ancien président Boniayi. Sa présence seule a fait la mobilisation, la grande mobilisation que vous avez vue. Est-ce à dire que les gens ont soif de le voir, c'est pour ça qu'ils se sont déplacés sur... Évidemment, il y a plus d'un an qu'il est sorti publiquement. Plus d'un an qu'il est sorti publiquement. Et deuxièmement, la gouvernance actuelle, comme vous le constatez, est aussi un facteur qui a mobilisé. Et quand les gens se souviennent des 10 ans de gouvernance de Yayi et qu'ils apprennent que Yayi va fouler le sol de Parakou,
ils avaient soif d'aller lui dire merci. Ils avaient soif d'aller lui dire nous regrettons le choix que nous avons fait. Ils avaient soif d'aller lui dire sauvez-nous. Ils avaient soif d'aller voir le président Oniaï. Oui. Mais nous avons appris qu'il y a des populations qui ont quitté 27 km, 30 km. J'ai vu sur une chaîne étrangère quand même les gens marchaient et ils disaient qu'il a marché de 27 km Oui. avant d'arriver à Parakou juste pour assister au congrès. Et est-ce que ceux-là sont des membres de FCBE? Oui, ben, s'ils ne sont pas membres de FCBE, pourquoi marcher sur 27 km pour chercher à aller voir le président de la République? C'est les membres. C'est des membres. C'est comme ça on est militant d'une formation politique. Ce n'est pas des gens qu'on transporte sur des camions titans. Ce n'est pas des gens qu'on transforme sur des bâchers. Ce n'est pas des gens qu'on transporte sur des bus et qu'à la fin, on distribue les billets de banque. C'est des gens qui sont allés de façon spontanée parce qu'ils ont foi en FCBE. Comment ça s'est passé et en un temps record, en un petit délai, l'information, on a vu des gens venus de tous les coins du pays, des représentants de chaque arrondissement et de chaque commune? Oui, au fait, vous savez que c'est un congrès qui a été préparé de longue date et chaque arrondissement ou bien chaque commune avait son délégué. On avait des chargés de mission pour les départements, on avait des chargés de mission qui ont sillonné. Qu'ils vous souviennent que les FCBE avaient fait une tournée nationale. Et cette tournée avait annoncé déjà qu'on aura un congrès. Et comme ça ne venait pas, les gens étaient même impatients et de temps en temps nous relançaient pour dire mais pourquoi le congrès ne vient pas? Mais quand la date a été annoncée et que les chargés de mission étaient repartis dans les villages, il faut dire que ce qui s'est passé à Parakou, si on avait même les moyens de transporter les gens sur Parakou, ce n'est pas ce qu'on a vu là qu'on devait voir. Parce que des communes, on a appris que 5 congressistes, 5 fois et les 77 communes. Mais c'est Parakou qui est véritablement sorti pour qu'on voie ce qu'on a vu là. Malgré tout ce que les gens ont fait pour déstabiliser le congrès. Qu'est-ce que les gens ont fait? Ce que les gens ont fait, je vais vous dire. Il y avait des personnalités qui sont allées de Cotonou. Il y a un qui était chargé des nagos de Parakou. Il a logé dans un hôtel, il rencontrait les nagos pour leur dire ne sortez pas avec de l'argent. Il y avait un qui était chargé des Idacha. Il y avait un autre qui est chargé des ressortissants de la Donga et de la Takora. Mais il y a un autochtone de Parakou, lui devait se charger des groupements de femmes et de tous. Et tout ce beau monde-là ne devait pas sortir. Et tous ceux-là qui les a demandé? En dehors de ça, c'est le jour de notre congrès, le samedi, oui, que la mairie devait payer les bonnes dames qui balaient les rues de Parakou. C'est le samedi là que la mairie devait payer tous les délégués. C'est le samedi là qu'on devait distribuer les places aux femmes au marché. Et les femmes qui ne venaient pas ce jour-là n'allaient plus trouver de place au marché. C'est le jour-là, la mairie a organisé toutes les activités qui pouvaient mobiliser les femmes, qui pouvaient mobiliser les élus pour que le congrès ne réussisse pas. Mais malgré ça, vous avez vu ce qui s'est passé. C'est inouï et c'est inoubliable. Disons que c'est la politique, parce que sous votre règne aussi... On n'a pas fait du mauvais sang. On n'a pas fait du mauvais sang. Quand on a appris, on a appelé personne, on n'a rien contesté, mais nous nous sommes dit que c'est de la politique. Mais on savait qu'ils ne réussiront pas. Mais la population leur a montré que, quelles que soient les intrigues, le leader de Parakou, le leader du Septentrion, le leader du pays, c'est Yaya Boni. Et c'est ce que nous avons vu le samedi. Est-ce que vous avez dit que vous entrevoyez encore d'autres rencontres dans d'autres régions? Bon, nous avons fait notre congrès et le congrès
est déjà une réussite. Bien sûr, nous avons d'autres activités. Nous sommes libres de choisir n'importe où sur le plan national pour tenir notre activité. Vous êtes sûr que vous aurez l'autorisation? Non, l'autorisation, pourquoi on n'aura pas l'autorisation? Nous sommes en démocratie, non? Mais il paraît que c'est depuis le mois de novembre que vous devez faire le congrès. Non, au fait, depuis le mois de novembre, on devait faire le congrès. Nous-mêmes, on a eu quelques difficultés de calendrier. On avait des activités qu'il fallait d'abord tenir, ainsi de suite. Et on a reporté quelques fois. D'accord. Plusieurs fois reporté, le congrès a finalement eu lieu. Vous avez fait des réformes. Oui. Et parmi ces réformes, nous allons commencer par l'alliance FCBE qui est devenue parti. Oui. Et pourquoi vous avez transformé l'alliance en parti? Bon, de notre situation d'aujourd'hui, nous pensons que un parti politique serait une organisation qui sied à notre situation. Et comme vous le savez, une alliance, c'est un conglomérat de partis politiques. Et qui dit conglomérat, c'est avec des intérêts divergents. Chacun vient avec son intérêt au sein de l'alliance. Nous avons pensé qu'un parti politique, c'est plus sérieux. C'est des gens qui sont ensemble, qui ont les mêmes intérêts, qui défendent les mêmes intérêts, qui ont les mêmes causes. Et nous avons préféré aller à une formation politique, à un parti politique, pour que ça soit plus sérieux, pour que ça soit plus gérable pour nous. Près de 100 membres, au plan national, comme membres de deux bureaux. Non, 90. 90. Oui. C'est près de 100. Oui. 90, c'est près de 100. Oui. Il ne manque qu'une dizaine. Oui. Comment vous êtes organisé? Comment le consensus a été trouvé, qu'on a vu qu'il y a eu des responsables dans tous les coins du pays? Voilà. Comme vous le voyez, FCBE, c'est une grande formation politique. C'était une grande alliance, la plus grande du pays. Et avec des élus partout. C'est la seule formation politique qui avait des élus partout sur le plan national. C'est la seule formation politique qui a plus de députés sur le plan national. C'est la seule formation politique où vous avez les élus locaux partout sur le plan national. Donc, nous avons l'obligation d'avoir nos représentants partout sur le plan national. Et ça s'est traduit sur le nombre de personnes que vous êtes en train de dire dans le bureau exécutif. Deuxièmement, au fait, nous n'avons pas fait les copier-coller comme les partis politiques ont l'habitude de le faire à la création. Nous avons fait une innovation que les coordonnateurs de circonscription électorale, on a créé un poste qu'on appelle coordonnateur de circonscription électorale. Et les 24 circonscriptions électorales ont leur coordonnateur. Et tous sont directement dans le bureau exécutif national. Vous voyez, donc, quand on sort les 24, vous voyez que le bureau devient un peu plus léger. Mais nous avons voulu que le bureau ait directement de répondants sur le plan des circonscriptions électorales, pour que on ne parle pas de département, de ceci avant de venir sur le plan, pour que ça soit plus gérable, pour que ça soit plus contrôlé. Vous avez choisi Valentin Diononté comme le premier responsable du parti. Bien sûr. Pourquoi lui? Il a été imposé par votre leader ou c'est Pas du tout, pas du tout. Valentin Diononté a été plusieurs fois ministre de la République. Valentin Diononté est aujourd'hui député à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que c'est déjà une personnalité. Et il peut valablement tenir le coup. Une personnalité expérimentée, c'est ça? Expérimentée. Une personnalité expérimentée et valable. Donc, nous avons, si vous avez bien suivi ce que nous avons fait, le coordonnateur de FCBE, c'est que je salue au passage, qui n'a pas démérité, qui a beaucoup travaillé, qui a Eugène Atassou, qui nous a permis de rester FCBE jusqu'à aujourd'hui. Et il est du Sud, comme vous le savez.
du Sud ou du centre, il est du Sud. Et le président Yahi Boni est le président d'honneur de notre parti politique. Alors, il est du Nord. Nous avons estimé qu'il faut que dans l'équilibre régional, comme nous savons le faire, dans l'équilibre, dans l'intérêt de régionaliser les postes, nous avons estimé que, étant donné que le président d'honneur est du Nord, on ne peut plus prendre un secrétaire exécutif national dans le sens septentrion. Alors, ce poste-là est automatiquement dédié au Sud, à quelqu'un du Sud. Alors, et quand on a rebattu les cartes, nous avons trouvé que Jonathan Valentin pouvait faire l'unanimité. Et c'est ce qui s'est passé. Il a véritablement fait l'unanimité. Personne n'a contesté. Et ma foi, je crois que c'est un bon choix que nous avons fait. Komi Koutié, qui était candidat face à Adrien Ngouedji en 2015, oui, pour briguer le poste de l'Assemblée nationale, bien sûr, le poste de la deuxième personnalité du pays. Lui aussi, il a été plusieurs fois ministre. Bien sûr. Il n'a pas pu, une seule voix l'a échappé. Oui. En 2019, le 19 mai, précisément. En 2015, le 19 mai, précisément. Oui. Et beaucoup disent que en 2021, il sera peut-être le joker de FCBE. Oui. Aujourd'hui, il est deuxième secrétaire exécutif adjoint. C'est ça? Oui, il est le deuxième secrétaire exécutif adjoint. Ça ne veut absolument rien dire au sein des FCBE. Lionel Zissou, qu'on avait positionné comme notre candidat, n'était même pas membre de FCBE. Il n'était même pas membre pour dire qu'il est dans le bureau de FCBE. Mais pourtant, il a été le candidat de FCBE aux élections passées. Komi Koutié, il peut jouer beaucoup de rôles au sein des FCBE. C'est une personnalité, une grande personnalité qui a son aura, qui a une popularité vraiment exceptionnelle, qui déborde même sa circonscription électorale, qui déborde son département. Mais c'est une personnalité au pair et nous comptons sur Komi Koutié pour le travail à venir. Ça veut dire que vous avez sorti le nom de Zissou Lionel. Aujourd'hui, Lionel est un appui aussi pour la FCBE. Bien sûr. Bien sûr. Nous comptons sur toutes les forces. Est-ce que finalement il est membre de la FCBE? Bon, il n'était pas arrivé au Congrès. Il n'était pas arrivé au Congrès, mais toujours est-il qu'il nous a envoyé un message. Il est avec nous. Donc, il n'était pas au Congrès pour dire de vive voix, je suis FCBE, je ne suis pas FCBE. Mais pour nous, c'est qu'il est une personnalité de FCBE. Avant d'évoluer, nous allons juste aller vers la régie pour suivre un extrait sur les propos, sur le message de l'ancien président Boni Yahi. De l'ancien président Boni Yahi, avant de revenir. Qui disait qu'il faut une coalition solide. Ce parti a besoin de ça. Suivons. Un parti politique n'a pas de dimension nationale. S'il se veut sérieux, c'est pourquoi je leur dis, ensemble, FCBE doit devenir un parti politique, doit aller voir les autres pour créer une grande coalition, je viens d'en parler, une grande coalition nationale pour le Bénin. Est-ce que le Bénin en marche? On va dire que je copie mon ami Macron. Une grande coalition pour le Bénin en marche, pour le Bénin en mouvement. D'accord? Une grande coalition pour la question de la transition énergétique. Une grande coalition, mes chers amis, pour le changement climatique. Voilà ce que je retiens de tout ce que j'ai entendu. Honorable Noureni Achadé, dites-nous les propos de Yahi. Il appelle à un rassemblement. Bien sûr. Son souhait, il ne veut pas voir les petits partis où chacun a son parti, soit dans son village ou dans sa localité. Il veut qu'un parti soit national. Oui. En fait, c'est... Ça dit que Yahi, après
avoir quitté le pouvoir, est devenu plus sage qu'avant. Il était sage et il continue d'être sage parce que nous sommes une république sage. On ne peut pas envoyer à la magistrature suprême des gens non sages. Yahi est très sage. Il continue d'être sage et il apprend beaucoup. Il apprend de ses erreurs et il apprend de tout ce qui est positif. Donc, il a parlé de regroupement. Il a parlé de grandes coalitions, de grandes formations politiques sur le plan national. Je crois que c'est tout à fait normal. Et comme vous le suivez aussi, ça fait partie de l'actualité. La réforme du système partisan. Il dit qu'il est d'accord pour cette réforme et qu'il encourage la réforme, qu'il souhaite de grandes formations politiques. Donc c'est ce qu'il a dit. Et il souhaite que autour de l'opposition, que les forces se coalisent pour travailler ensemble. Parce que lorsque vous créez une formation politique, vous le faites pour conquérir le pouvoir. Et il faut appeler les gens à se rassembler autour de vous pour que vous puissiez accéder au pouvoir. Donc c'est simplement ce qu'il est en train de faire. Dans ce cadre, votre premier responsable, Valentin Kenouté, a dit qu'il va tout faire pour ramener ceux-là qui sont partis. Oui. Il fera tout pour ramener ceux-là qui vont l'entendre à revenir dans le parti et dans la coalition. Est-ce possible, ceux-là qui goûtent déjà aux délices du gouvernement, est-ce qu'ils vont revenir? C'est tout à fait possible. Lorsque vous avez votre enfant qui, ma foi, va à la recherche d'un bonheur, s'il trouve ou ne trouve pas le bonheur, il va revenir à la maison. C'est ce que Jonathan est en train de dire. Et il va travailler pour que l'enfant qui est parti puisse revenir, quel que soit le résultat qu'il a de l'autre côté. Et ceux qui veulent vont revenir. Ceux qui ne veulent pas, nous sommes en démocratie, je crois qu'il ne forcera personne. Vous ne trouvez pas que ça va être un peu difficile, ceux-là qui sont déjà avec le gouvernement en place? Il faut toujours tenter. On ne veut pas présager de ce que ça va être difficile pour ne rien faire. Il faut toujours tenter. Et nous allons le faire sous la couverture de l'honorable Jonathan. Nous allons faire le travail ensemble pour que notre parti puisse continuer de grandir. Vous êtes député de la 6e et maintenant de la 7e aussi. Oui. Comment va l'Assemblée nationale? L'Assemblée nationale va très bien. La 6e législature a été une législature très paisible. Nous avons travaillé dans la bonne ambiance jusqu'à la fin. La 7e avait très bien démarré sous les auspices de Adrien Ngouillet. Et nous avons toujours apprécié sa gouvernance. Lui-même, il nous trouvait très formidable. Il a trouvé que la 7e législature était une législature de cadres, d'intellectuels. Il faut dire que l'avènement du pouvoir de la rupture et les choses ont chabardé après le 4. Après le 4. Le 4, c'était la date du rejet le rejet du projet de la Constitution. Oui. Quand le chef de l'État lui-même est montré au créneau pour dire qu'il a 60 députés prochainement et que les autres ne sont plus les siens. Et je crois que ça a remonté à l'Assemblée nationale et la minorité a été traitée comme des gens qu'il fallait
mettre de côté, qu'il fallait rejeter. Et ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Je crois que... Et comment vous vivez ça? Nous vivons ça très bien, très bien. Vous ne saurez même pas que nous sommes maltraités. Vous ne saurez même pas qu'il y a un problème. Nous vivons ça très bien. Nous prenons la situation comme une situation politique, précaire et temporaire. Et nous la vivons très bien. Vous parlez de maltraité. Dans quel sens? Comment vous êtes maltraité? Bon, nous sommes... C'est le jeu politique. Lorsque le père de la nation dit que vous n'êtes plus ses enfants, comment vous allez le sentir vous-même si vous étiez à notre place? Lorsque vous faites des propositions et que par le jeu de la majorité mécanique, vous êtes toujours rabroué, vous êtes toujours en balai du revers de la main. Lorsque par le jeu du perchoir, c'est à vous on donne la parole le premier et les autres se saisissent de ce que vous avez dit pour vous répondre. C'est une maltraitance. Moi, ça ne s'est jamais passé comme ça à l'Assemblée. C'est vrai que le règlement intérieur dit que c'est le président de l'Assemblée nationale qui a la police des débats. C'est lui qui réglemente comme il veut. Mais j'ai été de la 6e législature, quand on commence par la gauche, après on commence par la droite, pour que les députés, qu'ils soient de la minorité ou de la majorité, qu'ils soient de l'opposition ou de la mouvance, qu'ils ne se trouvent pas frustrés. Mais dans notre cas, aujourd'hui, la prise de parole commence toujours par la minorité. C'est une maltraitance. Et nous la vivons comme cela. Mais le président de la 6e, lui, c'est un professeur, c'est un enseignant. Peut-être que l'autre, c'est un avocat au barreau. Et très expérimenté. Parce qu'il a été plusieurs fois déjà président de l'Assemblée nationale. Très expérimenté. Donc, c'est des choses qui ne lui échappent pas. C'est des choses qu'il connaît très bien. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il est avec son parti, le PRD, avec le gouvernement en place, est-ce que ce n'est pas pour cela qu'il faut aller tel qu'il fait là? Oui, c'est ce que nous constatons. C'est ce que nous constatons. C'est pourquoi nous disons que nous vivons cette situation comme un jeu politique et que ça ne nous dérange pas. Un jeu politique éphémère, temporaire, ainsi dit, ça ne nous dérange pas. Nous apprenons ces derniers temps que certains députés, certains de vos collègues tels que Valentin Dionotin, Ataou Renouveau et Idrissou Bakou, oui, verront leur immunité levée, oui, pour être jugés. Dites-nous, il y en a qui disent que c'est faux, d'autres disent que c'est vrai. Vous qui êtes là-bas, ce sont vos collègues. Dites-nous, est-ce que c'est vrai cette histoire? Nous avons appris aussi de la même manière que vous l'information. Et à la date d'aujourd'hui, je vais vous dire qu'aucun des collègues précités n'a reçu notification. Aucun d'eux n'a reçu officiellement notification. Nous avons appris également que le secrétaire général administratif a démenti l'information à travers l'OETB. Il aurait dit qu'aucun courrier dans ce sens n'est allé à l'Assemblée nationale. Nous croyons beaucoup plus à cette version qui paraît être officielle. Mais là où la chose nous a étonnés, c'est que la presse de l'État a annoncé que la justice a demandé la levée de l'immunité de ses collègues.
Mais qu'on nous dise que c'est un canular, on se demande si la presse proche du gouvernement aussi a commencé par faire des canulars. J'allais vous demander, la presse de l'État, qu'est-ce que vous mettez dans la presse de l'État? Vous voulez parler des chaînes nationales, l'ORTB, La Nation, puisque c'est... Moi j'ai lu la presse. Fraternité qui a largement parlé de cette histoire de levée d'immunité. Non, non, on sait combien le quotidien dont vous venez de citer le nom est proche du pouvoir. C'est privé mais proche du pouvoir. Ah bon? Ah oui. C'est vous qui le dites. Mais oui, je l'ai dit en connaissance de cause. Parce que Fraternité a la primauté des informations. Par sa position, elle a la primauté des informations. Donc, on ne peut pas comprendre que de cette position-là, Fraternité puisse faire un canular. Et si c'est le cas, c'est dangereux. C'est dangereux. Il va falloir que... Au Bénin, les rumeurs deviennent toujours... ça se réalise, l'information devient vraie. Alors, qu'on ne nous parle pas en ce moment-là de canular. Si Fraternité a l'information, qu'on nous dise que c'est ça. Qu'on ne nous parle pas de canular. Mais nous constatons que là, si c'est un canular, il n'y a pas de problème. Mais si c'est une réalité, on constate qu'il y a mal donne. Pourquoi il y a mal donne? Il y a mal donne parce que on est revenu de Parakou. L'effet peut-être du congrès de Parakou a sorti le rat de son trou et on envoie la levée d'humilité des députés de l'opposition. Sous prétexte qu'on veut lutter contre la corruption, une lutte sélective. Une lutte sélective. Parce que effectivement, il y a une lutte contre la corruption. Au Bénin, je ne pense pas qu'il y ait une lutte contre la corruption. Ah bon? Ah oui, je ne pense pas, moi, qu'il y ait une lutte contre la corruption. Il y a un acharnement contre les adversaires politiques. Parce que le chef de l'État lui-même l'a annoncé. Ce n'est pas votre résultat qui fait que vous serez réélu. C'est lorsque vous n'avez pas d'adversaire. C'est lorsque vous n'avez pas d'opposition. C'est lorsque vous réussissez à neutraliser vos adversaires. Mais on est dans la logique de faire taire tout le monde et d'avoir le chemin balisé. Sinon, comment comprendre que depuis 2 ans, dans le rang du chef de l'État, il n'y a pas eu de malversation, alors qu'il y en a plein. On peut en citer du matin jusqu'au soir. Il y en a plein. Pourquoi vous ne dénoncez pas ça? On dénonce. Il n'en faut pas qu'à. À l'Assemblée nationale, on dénonce. Quand ils viennent, il y a des audits, il y a eu les rapports des commissaires aux comptes. On dénonce. Mais ils ne sont jamais inquiétés parce qu'ils sont protégés, parce qu'ils sont avec le patron. Mais le patron lui-même, mes chers amis journalistes, le patron lui-même, devant le clergé, le chef de l'État, le président et Patrice Talon, devant le clergé, a lui-même dit, je fais l'aveu. Moi-même, j'ai profité de ce désordre. Moi-même, je suis le fruit de cette corruption. Vous avez entendu? Et là, il connaît très bien ce désordre-là. C'est pour ça que c'est lui qui connaît. Voilà. Lorsque vous avez profité de la corruption et que vous êtes arrivé là où vous êtes arrivé, ça veut dire que si on veut punir les corrompus, il faut également punir les corrupteurs. Punir celui qui a profité de la corruption. Donc lui s'est repenti. Mais on vous a dit que les autres ne peuvent pas se repentir. Les autres ne peuvent pas se repentir. Se repentir
n'est pas dans notre droit. On a vu beaucoup de vos collègues aussi. Se repentir n'est pas dans notre droit. Je crois qu'il n'y a pas aujourd'hui, il ne devait pas avoir aujourd'hui comment on appelle, de procureur qui veuille punir certaines personnes et laisser d'autres du fait de leur position. Ce n'est pas bon, ce n'est pas possible. Dans une république qui se respecte, on ne fait pas comme ça. Étant entendu que personne n'a demandé au chef de l'État, c'est lui-même. Il dit, je me confesse de ma position, je ne peux pas ne pas me confesser. Je ne sais pas, moi je ne suis pas catholique. Je ne sais pas comment on fait la confession, mais lui, il a dit. Et comment vous l'avez appris? La confession, c'est un truc secret. Mais il a dit publiquement, lui. Je dis, moi, je ne suis pas catholique. Lui, il a dit publiquement, devant le clergé. Et les audios sont là. Ils ont retransmis ça à la télé. On a écouté. Donc, maintenant, lui, il a profité de tout ça. Et aujourd'hui, il prend les petits qu'il veut punir. Sans que l'auditeur ne les écoute. Et la Cour constitutionnelle a dit que ce n'est pas normal ce qui s'est passé. Et qu'on ne peut pas auditer les gens sans que l'auditeur ne les écoute, sans qu'il y ait de contradiction et qu'on les traîne devant la justice. Et comme on est dans un pays où on ne respecte plus la décision des institutions, on fonce tout droit et on veut les traquer, on veut les amener de force à la justice. Même députés, il y en a qui reçoivent tous les jours que Dieu fait des convocations dans un état de droit. Même député. Même députés, dans un état de droit, sans passer par l'Assemblée, on les envoie de convocation. Les députés de la minorité, bien les députés de la minorité, non, les députés de la majorité, ils sont clean, ils ne sont pas inquiets, ils sont couverts. Les députés de la minorité. Je dis, depuis avril 2016, notre pays a cessé d'être un pays démocratique. Elle est devenue quoi? Ça là, c'est un pays qui tend de jour en jour à la dictature. Donc on a un pouvoir dictatorial alors? C'est ce que je constate. Et c'est ce que vous devez constater avec moi. Et que faites-vous, vous de la minorité, vous de l'opposition? Ce que nous faisons, c'est que nous dénonçons. Ce que nous faisons, mais quand vous dénoncez, vous n'êtes pas écouté, il paraît. Oui, on n'est pas écouté, mais il y aura un moment, il va arriver un moment où nous serons écoutés. Qu'ils vous souviennent, vous avez appris que le chef de l'État allait visiter un chantier hier, non? Oui. Très bien, ça a commencé. Ça a commencé. D'autres ont dit que c'est le gasoil de Parakou qui fait qu'il va maintenant, il sort. Mon cher ami, je ne te le fais pas dire. Non, c'est la mobilisation des Parakou qui a fait sortir le chef de l'État. Je ne vous fais pas dire ça, monsieur. Moi, je pense que c'est déjà un avantage. C'est pourquoi, dans un pays, l'opposition est indispensable. S'il n'y a pas l'opposition, le chef fait ce qu'il veut. Vous avez vu, en 2 ans, le pouvoir fait ce qu'il veut. En 2 ans, on a géré 2 budgets et rien de concret. 2 budgets de plus de 300 milliards. Rien, je veux dire 3 000 milliards. 3 000 milliards. Et rien de concret. Mais aujourd'hui, s'il y a une opposition et il sent que son pouvoir est menacé, il va écouter les syndicalistes. Il va écouter la société civile. Il va écouter les populations. En allant déjà en contact des chantiers, il va rencontrer les populations. Il saura que les gens vivent mal. C'est ça l'intérêt de l'opposition. Les bonnes dames lui ont demandé de l'argent quand il était sur le terrain. Il les a dit que c'était autrefois ça que lui ne distribue pas l'argent de l'argent. Ça c'est du cinéma. C'est du cinéma. On l'a vu, on l'a vu à Boré. On l'a vu, on a appris qu'il a donné 10 millions. Il a donné 10 millions. On a appris. Ce sont ses parents. Bon, mais qui n'est pas parent à lui? Il est président de la République. Moi aussi, je suis parent à lui.
On va Tchadé, et le temps que nous sommes partis en train de nous presser un peu là. Oui. Dites-nous, aujourd'hui, après le congrès, parlons concrètement, il y a un de vos collègues, député FCBE, il a été élu plusieurs fois sur la liste FCBE, qui attaque dans tous les sens, par exemple, l'honorable Issifou Amadou. Oui. Ce député-là, comment vous pouvez le ramener un jour à la maison? Juste 30 secondes. Bon, nous ne travaillons pas à ramener tout le monde à la maison. Nous travaillons à ramener des gens vertueux, des gens capables d'aider notre formation politique à aller de l'avant. Le collègue dont vous parlez, il a sa manière de fonctionner. Sa manière à lui de faire la politique. Sa manière à lui de faire la politique. Je lui concède ça. Mais ce qu'on peut lui refuser et que nous continuons de lui refuser, c'est quoi? C'est de chercher à se mesurer au président Yahya Boni. Mais c'est la politique. Ce n'est pas ça. Il y a la politique. Nous sommes en Afrique. La politique a sa sagesse. La politique a sa sagesse. Lorsque quelqu'un vous aide, lorsque vous, pratiquement pendant 10 ans, vous allez vous agenouiller devant quelqu'un et qu'il vous fait et que vous lui tournez le dos après, il n'est pas dit qu'il faut à la place publique tout le temps le lapider. Et la même chose qu'il est en train de faire à Yahya Boni, il fera la même chose au président Talon. Et je sais que le président Talon est aujourd'hui en train de prendre avec pincette tous les agissements que ce collègue-là est en train de faire. Bon, maintenant, nous allons vous poser cette question. Bien sûr. Nous vous proposons 3 cartes. Le carton rouge, oui. Le carton vert et le carton jaune. Oui. Si vous devez donner un carton à Patrice Talon et son gouvernement aujourd'hui. Pour sa gestion. Pour sa gestion. Naturellement, je donnerai le carton rouge. Pourquoi vous avez donné le carton rouge? Je vais donner le carton rouge parce que sa gouvernance est très mauvaise. Citez-nous 2 choses. Je vais vous citer plus que 2. Et vous savez, le gouvernement Talon est en train de traquer tous les opérateurs économiques. Les opérateurs économiques nationaux sont traqués et parallèlement, lui, il est en train de développer ses affaires par les moyens de l'État. Je vous donne un exemple. Il est arrivé, il a mis PVI en place. Il a exonéré PVI de toutes les taxes. Il a tout récemment à l'Assemblée nationale, ils ont créé une taxe de contribution à la recherche agricole. Mais le coton contribue pour 10 francs le kilogramme. Mais le karité, l'anacade pour 60 francs. Le karité, quelle recherche on fait sur le karité? C'est les pauvres dames qui vont en brousse pour chercher. Mais comme le coton, c'est son affaire, ils ont mis 10 francs. De l'opposition, on a crié pour que ça soit au même niveau, 60 francs et tous les produits. Ils ont refusé d'autorité. C'est maintenu à 10 francs. On a créé une taxe qu'on appelle RAU, qu'on doit percevoir 0,5 sur tous les produits à l'importation qui seront mis en consommation sur le plan national. Tous les produits. À l'Assemblée nationale, on dit tous les produits. Le ministre des Finances, dans l'arrêté d'application, sort les produits agricoles, les intrants agricoles de ce lot-là. Ça veut dire les engrais, comme c'est les produits du patron, les engrais ne seront pas. Alors qu'à l'Assemblée, nous avons dit tout produit. Mais le ministre des Finances prend un arrêté qui enlève comment on appelle,
et les produits agricoles. Aujourd'hui, je vais vous dire la quatrième chose, c'est que les Béninois, comme il a annoncé à Paris, il y a des aires de compétences au Bénin. C'est les Français, les Belges qui dirigent aujourd'hui toutes nos sociétés. Le port, c'est les étrangers et la société prendra 6 milliards par an. 6 milliards pour sa gestion. Si vous prenez 6 milliards, imaginez combien de Béninois on peut payer pour qu'ils vivent bien dans leur famille. C'est pour un temps, c'est juste pour redresser l'économie, comme c'est le poumon de l'économie. Le temps, c'est 3 ans renouvelables. 3 ans renouvelables. Redresser quelle économie? Quelle économie est malade? Il a trouvé une économie florissante. Une économie florissante. L'aéroport va être confié aux Français. Le ministère des Finances, les recettes, c'est les étrangers. Mais quand est-ce que les Béninois sauront gérer le Bénin? Il ne reste que le palais. On n'a qu'à confier aussi la présidence aux étrangers. Confions la présidence du Bénin aux Français ou aux Belges. Comment pensez-vous que c'est au palais qui a la compétence et les sociétés d'État là, on ne peut plus les gérer? Même la présidence, confiez-la aux étrangers pour qu'ils nous gèrent ça. Mais ce qui se passe est anormal. Ça, je ne peux que prendre le carton rouge. Honorable Achade. Tout à l'heure que le président, il ne pense qu'à lui pour ses affaires, mais il a dit lui-même qu'il a tout confié à ses enfants et à ses proches. Il n'est plus aux affaires, il est président aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui ai dit, lui-même il a dit, quand il a reçu le journal Le Monde, je crois, il dit je pense d'abord à moi-même. Ça, c'est pas moi. Avant quoi? Quand il était président, il était déjà président de la République. Il dit je pense à moi-même. Ce n'est pas moi qui ai dit. C'est pourquoi je dis, c'est bien de bien suivre le président Patrice Talon. Il dit tout. Il ne cache absolument rien. Et c'est très intéressant. Mais il ne cache rien. Voilà quelque chose qui n'est pas caché. Et on ne peut sortir de ce studio sans parler de ça. En 30 secondes, vous avez vu, le ministre des Finances a sorti une lettre maintenant demandant que tous ceux qui sont allés en grève en 2018, qu'une liste soit faite pour qu'on passe à la défalcation. Est-ce que ça va apaiser le climat? Je pense non. Et je crois que il faut d'abord se demander s'ils ont eu satisfaction. Parce que les tests disent, pour qu'il y ait défalcation, effectivement, il est prévu dans les tests que pour faire des grèves, on peut faire défalcation. Je voudrais demander si les syndicalistes ont eu satisfaction. S'ils n'ont pas eu satisfaction, je crois que c'est injuste de faire une défalcation. Et non seulement ça, pour apaiser le climat social, parce qu'ils ont envoyé tout le monde, ils ont envoyé tous les secteurs en grève. Pour calmer le climat social, je conseille au ministre des Finances de ne pas prendre des mesures impopulaires. Vous donnez des conseils au ministre des Finances, oui, et au chef de l'État, si vous devrez prononcer votre dernier mot, parce que le temps est parti complètement. Oui, mon dernier mot, si je dois dire quelque chose à mon président, c'est de lui dire d'écouter les Béninois. D'écouter les Béninois et que ce qu'il pense, parce que j'ai entendu, il a dit devant le clergé qu'il n'y a aucun problème au Bénin, que le Bénin se porte très bien. Je lui demande d'écouter les Béninois. Je lui demande de descendre de son piédestal, de descendre de là-haut et de venir au sein de sa population. Il constatera que le Bénin va mal. Nous disons Moussa, Samuel Dayou, le chef de l'État est interpellé par l'honorable Nourenou Achade. Le chef de l'État doit descendre de son piédestal parce qu'il aurait dit devant le clergé que rien ne se passe au Bénin. Le Bénin va bien. Le Bénin va bien. Il a dit devant les centrales syndicales qu'il n'est pas venu pour discuter avec eux ou bien pour négocier avec eux quelque chose. La grève continue. Nous disons ça. L'honorable a souhaité aussi qu'à l'Assemblée, que ça change. Ce qui se passe à l'Assemblée, ce n'est pas correct. Puisqu'il est
de la 6e et de cette 7e législature. Il a comparé les constats qu'il a fait. La 7e législature, la tension, elle est toujours montée. L'honorable a demandé à ce que le président de l'Assemblée revoie un peu la gestion de l'hémicycle. Honorable Nouré Nouh Tchadé, vous êtes député de la 14e circonscription électorale. Nous vous remercions de répondre à notre invitation et de développer avec nous les sujets qui fâchent en République du Bénin. C'est moi. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre chaque samedi dans l'émission Politiquement Chaud. Rendez-vous le week-end prochain avec un autre invité. Merci.